Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre table ronde citoyenne organisée par les fonds de recherche du Québec. Donc, les fonds de recherche du Québec sont activement engagés dans la production de connaissances, mais aussi dans la mobilisation des connaissances par les populations et les publics diversifiés. Et c'est dans ce cadre qu'on a voulu, avec Carole Jabé, organiser cette table ronde citoyenne autour de l'IA et de la démocratie. Donc, l'IA est-elle vraiment démocratique? Comment rendre l'IA plus démocratique? C'est vraiment l'objet de la table ronde d'aujourd'hui. Donc, nous voulions aussi faire un lien avec les autres tables rondes. Vous avez vu les nombreuses applications de l'intelligence artificielle, les nombreux questionnements qui sont posés actuellement par les utilisations dans de nombreux secteurs. Et puis, on échange autour de concepts, d'un lexique qui est de plus en plus complexe. On parle de données. Est-ce que c'est compréhensible par tous? C'est peut-être un terme très scientifique. On parle souvent dans les questionnements éthiques de biais, de discrimination. Est-ce qu'on s'entend vraiment sur ces termes? Est-ce qu'on a pris le temps de les expliquer et de s'assurer que l'IA, ses utilisations sont bien compréhensibles par toutes et tous? Donc c'est vraiment l'objet de notre questionnement aujourd'hui, la question de la compréhensibilité de l'IA, mais aussi de son appropriation pour des utilisations par le public, par les parties prenantes diversifiées de tous ces secteurs. Donc aujourd'hui, on est vraiment très heureux de pouvoir animer avec Carole Jabé cette table ronde. Carole Jabé, directrice scientifique du FRQS. Puis moi-même, je suis conseillère accès aux données au FRQS. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre panel d'experts citoyens engagés. Et on excusera dans un premier temps François-William Croteau, que vous voyez ici, mais qui a eu un contretemps et ne pouvait pas être présent avec nous. Donc je commencerai d'abord avec professeur Frédéric Bouchard. Donc, merci beaucoup de participer à ce panel. Alors, professeur Bouchard est professeur de philosophie au département de philosophie de l'Université de Montréal, spécialiste de biologie, du lien entre sciences et société, des questions de confiance dans les faits scientifiques, puis bien sûr doyen de la faculté des lettres et des sciences de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Catherine Villemy. Donc, Catherine Villemy, nous collaborons avec elle justement beaucoup sur la question de l'acceptabilité sociale, de l'IA et des données. Et Catherine Villemy a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2018. Elle a participé à plusieurs essais cliniques et puis elle s'est engagée à temps plein dans le partenariat patient et public. Et aujourd'hui, elle coordonne le partenariat patient au sein du centre de recherche du CIUS de l'Estrichus. Merci beaucoup de votre présence et puis de votre engagement. Et je tiens à souligner que Catherine Villemy s'est très engagée dans l'animation d'une communauté de pratique des patientes et des patients partenaires du Québec qui s'appelle Expérience. Donc, je vous recommande beaucoup les publications qui sont vraiment très intéressantes, marquantes, fascinantes. Merci de votre présence. Et enfin, je voudrais présenter notre dernier panéliste, donc Loïne Kevin Kouachet-Ziemi, qui est étudiant en géographie environnementale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci de votre présence. Il est aussi membre du comité étudiant du Conseil supérieur de l'éducation du Québec, très engagé aussi dans la constitution de balados, journaliste, chroniqueur, étudiant, et donc qui est intéressé par les questions d'appropriation de la science, des connaissances par le public. Merci beaucoup de votre présence dans ce panel, Loïc. Donc, on commencera avec une première question pour nos panélistes autour justement de cette démocratisation de l'IA. Donc, on pose la question dans ce panel, dans cette table ronde, comment rendre l'IA vraiment démocratique? Et ce qu'on voudrait poser comme question à chacun de vous, c'est est-ce que selon vous, l'IA n'est pas démocratique? Et quels sont les enjeux qui vous semblent les plus sensibles aujourd'hui dans cette appropriation des utilisations de l'IA, des enjeux qui sont soulevés? Puis je commencerai avec Catherine. Quel est un enjeu vraiment central? C'est un peu du chinois. Pour le commun des mortels, il y a un enjeu vraiment de vulgarisation, d'ouverture vers le citoyen moyen, normal, qui n'est pas nécessairement familier avec tout ça, puis qui ne voit pas peut-être nécessairement tous les liens entre l'intelligence artificielle puis sa vie quotidienne. On fait nos transactions bancaires sur Internet. Quand on parle de données de santé, puis que tout le monde est frileux à ça, ben nos données financières, on joue avec sur Internet. Puis même quand Desjardins a eu la faille de sécurité, je ne pense pas qu'il y a eu énormément de monde qui ont arrêté de le faire. Alors, l'intelligence artificielle, ça peut être un atout pour les citoyens par rapport à leur santé notamment. Puis il faut amener une compréhension plus vulgarisée
de ce que ça peut faire puis de ce que ça peut amener. Une question de difficulté à comprendre déjà ce que c'est. Oui. Quand c'est présenté, déjà, c'est souvent un peu nébuleux. C'est très flou. C'est tout, puis c'est rien, puis Fait qu'il y a quelque chose à délimiter là-dedans, puis à amener une compréhension commune. Merci. Je ne sais pas si Loïc veut réagir aussi sur cette vision un peu nébuleuse de l'IA, sans trop de précision sur ce que c'est, les termes utilisés. Oui, tout à fait. Pour l'IA, est-ce que c'est démocratique, l'IA? Comme Catherine le mentionnait, c'est vraiment très nébuleux comme concept. Mais l'IA n'est pas démocratique dans le sens que, est-ce que cela représente toute la diversité d'une population? Moi, je suis un étudiant, et puis déjà les professeurs, le système éducatif a du mal à rejoindre tous les étudiants au thème de la diversité des étudiants en tant que personne directement, ce qui est le fort de l'humain comparativement à une machine. Et maintenant, une intelligence artificielle qui est une technologie, est-ce qu'elle va être démocratique si les êtres humains eux-mêmes déjà ont du mal à rejoindre cette valeur-là, finalement? Je ne pense pas. Donc pour vous, l'enjeu principal, c'est le manque de diversité. Exactement. D'une certaine façon. Je ne sais pas si le professeur Bouchard veut réagir sur les enjeux centraux. Oui, bien en fait, il faut se poser la question, comment est-ce qu'il y a quelque chose de distinct avec cette technologie-là par rapport à d'autres? Si on remplace l'intelligence artificielle par, disons, énergie nucléaire, mais si on disait est-ce que l'énergie nucléaire est démocratique, on se dirait que c'est une question un peu étrange. Donc, la question, c'est est-ce que, je pense que c'est important qu'on se pose ces questions aussi, mais la question, c'est est-ce qu'une technologie soutient la démocratie ou une société avec ses objectifs, ou est-ce qu'elle a des effets qui sont souhaités ou non, qui contrecarrent des objectifs d'une société démocratique? Ça, je pense que pour l'intelligence artificielle, il y a des questions qui se posent. Puis si je fais la comparaison avec l'énergie nucléaire, bien, on peut avoir une centrale nucléaire quelque part. On ne demande pas que chaque citoyen puisse expliquer tous les secrets de l'atome, mais on sait qu'il y a des êtres humains qui peuvent nous expliquer tout le fonctionnement de la centrale nucléaire pour qu'ensuite, démocratiquement, on décide si ça correspond à nos objectifs. Pour l'intelligence artificielle, il y a une particularité de cette technologie-là. C'est qu'il y a une partie de l'évolution de la technologie où on ne pourra pas expliquer, étant donné sa grande efficacité, son fonctionnement, il y a une partie qui est plus boîte noire que pour d'autres technologies. Ce n'est pas bien ou mal, je veux dire, c'est une particularité de cette technologie-là. Et donc, les enjeux de est-ce que ça soutient ou non la démocratie, il y a des enjeux qui sont similaires à d'autres technologies. Là, il y a des choix de société à faire par rapport à l'adoption ou non d'une technologie, où est-ce qu'on l'utilise, comment on veut l'encadrer. Ça, il y a des enjeux qui sont similaires à d'autres technologies du passé. Et il y a des enjeux spécifiques à cette technologie-là, dont comment elle gère les données, comment ce qu'on appelle encore là, dans certains secteurs d'intelligence artificielle des réseaux neuronaux, comment ils évoluent sans interaction humaine. Et donc, ça pose des questions parce que là, on ne peut pas déléguer complètement à un autre expert de pouvoir suivre tout le raisonnement, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Donc, moi, je dirais, ce n'est pas de savoir si l'intelligence artificielle est démocratique ou non, c'est une bonne question, là, mais moi, la question qui m'interpelle plus, c'est est-ce que cette technologie-là, comment on peut faire en sorte qu'elle soutienne une société démocratique? Puis peut-être que je rajouterais que ce qui est particulier avec l'intelligence artificielle par rapport à d'autres technologies dans une société démocratique, c'est qu'on y participe tous. Donc là, on participe à son essor par les données qu'on génère. Parce que et ça, c'est particulier parce que, bien, disons, des OGM, bien, on n'est pas tous agriculteurs. On est des consommateurs, mais on n'est pas tous agriculteurs. Pour l'énergie nucléaire, bien, bon, au Québec, c'est marginal, là, donc dans d'autres sociétés, c'est plus important. Mais là, on est des consommateurs, mais on n'est pas des physiciens nucléaires. Mais pour l'intelligence artificielle, on est partie prenante au quotidien de son essor parce qu'on génère des données
et on décide ou non, selon le contexte, de donner ces données-là. Donc, c'est là où ça soulève des enjeux pour une démocratie que je dirais qui sont qualitativement différents de d'autres types de technologies. Donc, il y a des enjeux qui sont similaires à d'autres insertions de technologies, puis il y en a d'autres qui sont distincts. Puis l'objectif devrait être, puis je pense juste le fait que ce forum-ci, puis la discussion ait lieu, c'est signe qu'on est, je dirais, lucide, puis c'est pas catastrophiste, puis c'est pas naïf sur comment on peut tirer profit dans une société démocratique de cette technologie-là. Je vais peut-être rebondir à mon tour sur le propos que tu viens d'avoir, excusez-moi. On dit, finalement, si je comprends bien le raisonnement, cette technologie est un petit peu différente des autres parce qu'on est à la fois, et l'ensemble de la société, à travers nos données, acteurs et utilisateurs. C'est un petit peu ça que je comprends. Puis si je le comprends comme ça, je me dis, oui, à ce moment-là, je suis interpellée encore plus fortement par le besoin de vulgarisation, par le besoin de comprendre. Si je suis acteur de quelque chose, je veux savoir où est-ce que ça m'amène. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, selon vous, on a le besoin de poser cette question-là? On l'a dit tout à l'heure, on a dit peut-être que ce n'est pas suffisamment vulgarisé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que, en tant que, pas seulement experts, mais citoyens, puis dans nos différents volets, on veut comprendre l'intelligence artificielle, on veut avoir plus d'explications, puis je vais lâcher mon mot, là, y a-t-il un enjeu de confiance qu'on va avoir autour de cette technologie qui est un petit peu différent de la confiance qu'on demande vis-à-vis des autres? C'est étrange Vas-y, parce que Catherine. dans certains secteurs, on a une confiance aveugle, puis dans d'autres, on est complètement c'est break. Par exemple, je parlais tantôt des données de santé, mais des données de santé, on en produit tous. Tout le monde qui a une montre intelligente va avoir sa pulsation. Il y a plein d'applications d'intelligence artificielle auxquelles on contribue tous les jours. Mais quand on rentre dans les questions des données de santé, là, oups, c'est nébuleux. Puis il y a quelque chose d'étrange là-dedans parce qu'on n'est même pas propriétaire de nos données de santé comme citoyen. Puis je pense qu'en amont de tout ça, c'est la façon de produire l'intelligence artificielle. Il faudrait qu'il y ait des patients partenaires ou des citoyens partenaires, des usagers collaborateurs, peu importe, qui soient dans l'équation. Puis parce que la démocratisation de concepts complexes, ça se fait en échange avec des experts puis des non-experts de cette science-là. Puis je vais rebondir sur ça parce que, puis tu viens de le mentionner, nous sommes nombreux et en fait, je pense que nous sommes très peu nombreux à ne pas, à un moment donné dans notre vie, interpeller une intelligence artificielle à travers nos différentes activités humaines. Puis qu'est-ce qui fait que certaines, je vais avoir confiance, puis en fait, je me poserai même pas la question de la confiance. Puis dans d'autres cas, je suis dans une position de la questionner. Ça, c'est frappant, l'écart. Puis l'exemple de la montre est très bon. Donc, moi, j'ai une montre de jogging en ce moment. Je suis allé courir ce matin. Et ça veut dire qu'à tout moment, puis même en ce moment, la compagnie, je ne ferai pas de promo pour la compagnie, là, mais la compagnie sait exactement où je suis, connaît mon rythme cardiaque. Ils peuvent probablement savoir si je suis stressé, d'accord, à un moment donné. D'accord? Et donc, là, moi, je porte la montre, puis je suis comme, ouais, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Il y a comme si ce n'est pas une complaisance, il y a un confort. D'accord? Est-ce que je me pose vraiment la question de la confiance dans ce cas-là? Probablement pas. Mais c'est parce qu'elle m'offre quelque chose qui m'apporte de la satisfaction. Si on me donnait la même montre et je disais ces données-là vont être envoyées au ministère de la Santé et des Services sociaux afin de vous aider à faire de la prévention, je serais, puis là, je ne dis pas que c'est la bonne attitude, là je parle juste, je serais horrifié, d'accord? Et
qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a quelque chose de vraiment paradoxal, puis je ne suis pas en train de le légitimer, je veux juste dire, il y a quelque chose de paradoxal, qu'on accorde plus une confiance implicite à des compagnies privées qui n'ont pas notre bien-être, je dirais, comme objectif, vis-à-vis des institutions qui ont démontré qu'elles ont notre bien-être comme objectif. Et ça, je dois dire, pour la question de la confiance en particulier, moi, je dirais, puis c'est pas juste pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ici, il y a un fait particulier, c'est sa nouveauté. Mais il faut distinguer comment on construit la confiance puis comment on maintient la confiance. Et là, ici, si vous pensez à vos relations personnelles, vous avez des amis ou de la famille en qui vous faites totalement confiance et vous n'avez pas besoin de transparence. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas besoin de vous expliquer tout ce qu'ils font à tout moment pour que vous leur fassiez confiance, puisque vous leur faites déjà confiance. On est en maintien de la confiance. Quand vous commencez une nouvelle relation, il y a un besoin de transparence plus élevé parce que vous partez de zéro. Pourquoi vous feriez... Ce serait un acte de foi si vous faisiez confiance sans justification. Donc, le besoin de transparence est plus élevé face à quelque chose de nouveau qu'avec une relation préexistante. Comme c'est une nouvelle technologie et que ses utilisations ne sont pas totalement maîtrisées, bien, on est dans un régime de construction de la confiance, que ce soit par rapport à des compagnies ou que ce soit par rapport à des organisations publiques. Mais les organisations, les compagnies, d'une manière ou d'une autre, communiquent ou elles vous offrent quelque chose que vous voulez. Et donc, il y a quelque chose, il y a comme une transaction où on dit « Ah, bien, je gagne quelque chose ». Et je dirais que pour les institutions publiques, et on constate depuis une quarantaine d'années, même avant l'intelligence artificielle, puis c'est quelque chose de très préoccupant, un déclin de la confiance envers les institutions démocratiques. Puis c'est pas particulier. En fait, le Québec s'en tire relativement bien par rapport à d'autres sociétés, mais il y a un déclin de la confiance envers les institutions d'une démocratie. Et je dirais que la réaction par rapport à l'intelligence artificielle, bien, elle est dans ce sillage-là, et en plus, elle subit le coup qu'elle est une nouveauté, elle est inconnue. Donc, il y a les deux phénomènes qui rentrent en compte, mais pensez à vos montres. C'est vraiment un exemple puissant. J'accepte que cette compagnie... Pas j'accepte. En fait, je ne pense même pas au fait que cette compagnie-là monitore toute ma biométrie toute la journée. Pas toute ma biométrie. Pas mal d'indicateurs biométriques toute la journée, mais que si on changeait le logo de la compagnie pour un logo ministériel, je dirais « Wow, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? » Alors qu'ils se sont plus occupés de moi toute ma vie que cette compagnie-là. Et ça, quelque part, c'est un symptôme d'un problème de confiance, selon moi, qui dépasse l'intelligence artificielle, mais qui va nous jouer des tours dans cette technologie-là. Ouais. Je voudrais me tourner vers Loïc, parce que Loïc, tu es probablement, et je ne veux pas être disgracieuse, et au contraire, le plus jeune d'entre nous, tu es cette nouvelle génération qui vit en même temps que le développement de cette technologie. Comment tu réagis à cette notion de confiance? Est-ce qu'il y a un œil un petit peu différent? Puis je ramènerai dans l'équation l'élément de la diversité, donc à la fois l'élément d'être une relève pour nous, mais d'être aussi un caractère de la diversité. La confiance avec l'IA, on l'a vu comment? La confiance avec l'IA, je dirais déjà par 2 points. Déjà, l'intelligence artificielle, soit on la subit, soit on essaye de tirer un profit. La majorité, malheureusement, les gens de ma génération ont subi. On n'y va pas sur TikTok donner nos données directement parce qu'on veut bien... on veut bien le faire. C'est aussi juste parce qu'il y a un effet de l'influence de la communauté. On se retrouve, ah, mes amis sont là, on y va. Il y a cette influence de masse. Mais on peut aussi, l'intelligence artificielle, vis-à-vis décider, prendre un choix de faire le pas quand même et d'y aller. Mais ça vient dans le sens de la liberté de penser. Pour rebondir sur ce que M. Bouchard disait, c'était juste de dire,
avec l'institution publique, mais on a comme l'impression que notre liberté de penser est comme rétrécie, on s'est fait dérober de cela avec l'institution publique. Quand on pense qu'il y a quand même, pas au Québec, grâce à Dieu, mais ailleurs dans le monde, on a eu des gouvernements totalitaires. Donc ça crée quand même un certain inconfort de savoir que ce gouvernement, cette institution-là va avoir tous mes données, ils auront plus de chances. Donc ça peut me pousser à poser la question, est-ce que c'est légitime ou bien ça peut être bon qu'un gouvernement ait plus de données que ce qu'ils en ont déjà? C'est un peu ce dilemme-là que je pourrais Mais soulever. c'est fascinant. Vas-y, Catherine, rebondis, bien sûr. Je pense que ça revient à la question du « what's in it for me ». Qu'est-ce que le citoyen va tirer d'une donnée qui est colligée par les instances gouvernementales et on ne le voit pas. Il n'est pas annoncé, ce bénéfice-là, pour le citoyen. À partir du moment où il y a une meilleure communication entre les instances gouvernementales puis les citoyens, bien, il peut s'installer une certaine confiance. Il peut y avoir quelque chose qui évolue. Ça, j'aimerais ça qu'on approfondisse ce point-là, parce qu'on en avait discuté dans notre discussion avant le panel. Il y a quelque chose, puis on comprend l'évolution, je dirais, j'ai envie de dire réglementaire, juridique et éthique de la confidentialité des données. Là, on parle de données de santé parce que c'est le plus apparent, mais des données publiques, des données que le gouvernement collige. Parce que pour des raisons politiques et historiques, la question de la confidentialité était vraiment l'objectif cardinal pour éviter justement les dérapages politiques puis totalitaires. Mais voyez comment on arrive à une situation particulière où, puis ça, tu avais donné un super exemple, c'est que quand on participe, soit personnellement, soit juste donner des données, quand on signe le formulaire de consentement, en gros, là, ce qu'on dit, c'est, on va le faire de sorte qu'on ne pourra pas vous identifier. Donc ça, on dit, OK, super, ma confidentialité est protégée. On va vous dire, en fait, on ne vous dira pas ou jusqu'où ça va aller, on ne vous informera pas des bénéfices de la donnée que vous donnez. Donc, en gros, c'est comme si on disait, j'exagère, là, mais signez, on va protéger vos données, mais on va les protéger de vous aussi. Vous ne saurez pas, vous ne saurez pas, c'est tellement anonymisé que vous ne saurez pas si ça a mené à un remède, ou vous le saurez peut-être, mais par accident. Les consentements à la recherche, c'est ça, c'est tellement blindé pour protéger, dans le fond, l'objectif d'un consentement à la recherche, initialement, c'est pour protéger le patient, mais c'est tellement incompréhensible pour le patient. Tout ce qu'il comprend, c'est que ces données vont être protégées. Puis après ça, comment avoir accès à ce qui va sortir de cette étude-là, quelles connaissances vont être acquises? Bien, à moins d'être familier avec PubMed puis tout ça, bien, le patient, il n'y a pas de suivi là-dessus. Il ne constate pas, l'exemple de PubMed est très important, ça n'a pas besoin d'être pécunier, ça n'a pas besoin d'être de l'argent. Non. C'est de dire, j'ai participé à quelque chose qui a mené à une découverte et on me dit c'est quelle découverte, puis mon rôle là-dedans. Absolument. Puis ça amène, tu sais, souvent on participe à une étude clinique parce que notre médecin nous l'a recommandé, puis on fait confiance au médecin. J'ai fait des consentements de patients dans des études cliniques compliquées qu'on a, avec une autre patiente, on a réussi à comprendre. C'était quoi c'était de la recherche fondamentale, c'était hyper compliqué comme concept. On a été capable de le comprendre, de le vulgariser, puis de le raconter aux patients qui adhéraient à cette étude-là. Au moment du formulaire de consentement, on l'expliquait dans nos mots. Il y avait tout le script correct, politically acceptable pour tous, mais le patient qui consentait comprenait ce à quoi il contribuait, puis les gens étaient « wow ». Fait que comprendre, ça revient un petit peu à la première question, comprendre dans quoi on s'embarque, comprendre ce pourquoi on nous sollicite, ça amène pas juste une adhésion, ça amène une compréhension, ça crée du sens.
Je vais vous ramener dans un paradoxe et puis une question par rapport à l'événement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le paradoxe dans lequel que moi j'ai besoin de comprendre pour le coup, puis ça fait plusieurs fois qu'on s'en parle, alors excusez-nous, on triche un peu, on s'est parlé avant, mais c'est le paradoxe qui a vraiment été énoncé. J'ai aucun problème à avoir une montre connectée et puis à avoir tout un tas de compagnies que je ne citerai pas parce que nous sommes filmés, mais pour lesquelles je donne largement accès à mes données. Puis, sincèrement, il faut que je réfléchisse pour voir quel est mon bénéfice, un moteur de recherche plus rapide, une commande vocale que je peux donner, mais il faut que je le formalise dans mon cerveau. Et on l'a dit, là, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance, mais ma donnée de renseignement personnel donnée à mon institution publique qui fait le mieux pour moi, je suis méfiante. Et là, on se dit, ah ben oui, mais c'est parce qu'on n'explique pas suffisamment la retombée. Mais j'ai quand même un petit problème parce que je trouve que l'autre explique pas ma retombée. Ça, c'est mon premier point, là. Donc, je voudrais vous entendre par rapport à ça. Le deuxième point, c'est on dit, est-ce qu'on a besoin de mieux comprendre le bénéfice, la retombée, comment il s'exprime? Comment est-ce qu'on peut améliorer des forums comme celui-ci où normalement on devrait la trouver, cette expression-là? Puis vous êtes encore un petit peu sur votre fin. Donc 2 questions, 2 niveaux, mais réconciliez-moi sur cette notion de retombée, puis réconciliez-moi sur des forums comme on fait là. Il nous donne les retombées constamment. Donc, ce n'est pas verbalisé, ce n'est pas explicité. Je vais prendre un exemple, mais durant la COVID, pour changer les idées, j'ai commencé à essayer d'apprendre des nouveaux hobbies, d'accord, pour me changer les idées. Puis d'eux, c'est la menuiserie puis l'ébénisterie. Donc, je partais de zéro, je regardais plein de clips, puis là, j'essayais de comprendre, d'apprendre, puis tout ça. Et là, chaque jour, je suis nourri de super vidéos que je n'aurais pas trouvées puis qui m'amènent ailleurs. Donc, on me donne quelque chose. Je n'ai pas besoin de comprendre la transaction. Elle arrive tout de suite. Je suis nourri de choses qui me plaisent. Et donc, la transaction implicite, elle est constante. Des fois, c'est explicité. Des fois, quand on a les nouveaux formulaires basés justement sur des exigences très bien fondées, surtout européennes, de consentement, ils disent dites oui, puis ça va améliorer votre expérience. D'accord? Donc, ils disent, puis là, on fait OK, j'accepte. Mais à la limite, la démonstration, elle est continue. L'expérience est améliorée parce qu'il me donne plus de choses que je veux. La transaction, puis pardonnez le terme, l'échange ou le gain, il est très abstrait quand on donne des données publiques, parce que là, on dit, c'est pour améliorer le système de soins ou c'est pour améliorer, c'est d'une abstraction incroyable. Si j'en vois pas le bout, là. Je ne sais même pas quand est-ce que ça arrive. Puis je ne dis pas que c'est réel, c'est sincère. Tout ça, c'est vrai, mais c'est abstrait. Alors que je le sais que si je sortais YouTube et que je cherchais que mon obsession momentanée avec des rabots Stanley de 1920, d'accord? Donc, un truc hyper niche, il me sortirait un truc, puis il me ferait peut-être découvrir quelque chose. Il y a peut-être une compagnie de rabots, il y a 100 ans, que je ne connais même pas, je n'aurais pas cherché, et on me la montre. Et là, je clique. Là, je clique, il va me montrer d'autres rabots. Et donc, il y a quelque chose ici que ce n'est pas besoin d'être explicite. La preuve, elle est dans l'expérience. Et ça, je pense que la question d'expliciter, d'expliquer, je pense que c'est essentiel, mais il y a d'autres moyens aussi de démontrer l'impact. Et tu l'as dit à la toute fin, puis ça m'a marqué, parce qu'on en avait parlé à l'autre discussion, c'est pas besoin d'être l'argent, ça n'a pas besoin d'être... C'est du sens. C'est que ça donne du sens à la participation. Et ça, moi, ça m'a frappé, là, de dire, quand on publie un article, si c'est de la recherche, de dire à ceux qui ont participé, grâce à vous, on a fait cette avancée scientifique-là, il y a cet article-là, c'est du concret. Mais oui, absolument.
Loïc, Catherine, vous voulez réagir sur le paradoxe qu'on est en train de résoudre avec cette notion de retombée implicite, de vécu Oui, tout à dans fait. le Quand temps? M. Bouchard parlait, il y a un truc qui m'est venu en tête, c'est à l'Université de Québec à Trois-Rivières, il y avait un événement qui s'appelait Chercheurs de demain. En fait, Chercheurs de demain, c'était un événement qui, pour inciter les jeunes à s'intéresser plus à la science. Et donc, ces jeunes-là devaient venir faire une immersion en laboratoire avec des étudiants à la maîtrise. Et puis, ils avaient vraiment eu la piqûre pour la science. Et justement, quand M. Bouchard parlait, il disait qu'une des solutions, c'est aussi dans l'expérience. Mais je trouve que c'est très pertinent dans le sens que si justement on utilisait dans le champ de vision la vulgarisation et qu'on essayait de vulgariser avec de l'expérience plus, que ce soit le pouvoir public, que ce soit du côté privé, ils le font déjà bien. Maintenant, le pouvoir public aussi d'essayer ce pas de vulgarisation là également et de mettre les citoyens dans un échange, dans une atmosphère d'immersion avec l'intelligence artificielle, avec des retombées concrètes qu'ils vont recevoir, que ce soit un rabot de 1920 ou autre, qu'ils le ressentent facilement. Comme ça, quand on dit, mais c'est pour améliorer le bien commun, la santé, au niveau de telle recherche, ils comprennent parce qu'ils l'ont déjà eu de manière singulière. Fait que ça se rapporte directement à eux. C'est vrai que la notion d'individualisme revient, mais bon, c'est notre société aussi. Et puis il y a deux composantes dans ce que tu amènes au moins là. C'est la notion de vulgarisation qu'on avait tout au début, puis on y revient. Il faut en parler, il faut décoder, il faut probablement simplifier un certain vocabulaire. Là. Mea culpa, des fois on parle vraiment du jargon là. Donc disons-le et notons-le, puisque c'est enregistré. L'autre notion que tu amènes, que forcément je trouve hyper intéressante, c'est l'intérêt très tôt à l'affaire scientifique, à la démarche de développement, puis c'est vrai pour l'intelligence artificielle, c'est vrai pour d'autres choses, et l'importance de l'éducation dans ce volet-là, qui ne doit pas arriver trop tard, mais qui probablement doit être continu. Catherine, je me retourne vers toi parce qu'en termes d'implication, de co-développement, l'expérience patient-partenaire a beaucoup de choses dont on pourrait s'inspirer. Le partenariat patient en recherche, c'est quelque chose qui amène beaucoup de démocratisation, puis qui amène à comprendre des concepts complexes, puis à les rendre accessibles à la majorité. Tu sais, puis dans ce sens-là, le bénéfice pour les personnes de partager ces données, il n'est pas expliqué. Moi, par exemple, je rêve du jour où on va pouvoir faire des biopsies liquides puis avoir le type de récepteur qu'on a qui est défectueux, puis qu'il puisse y avoir une association via l'intelligence artificielle à quels essais cliniques on peut avoir droit. Puis là, ça permet à certaines de faire une différence, certaines ou certains, de faire une différence entre vivre puis mourir. Fait que, il y a plein de bénéfices à partager ces données de santé, mais on ne les connaît pas. Tout ce qu'on connaît, c'est notre contact avec le réseau de la santé qui nous exclut bien souvent de l'équation, de la propriété de tout ça, puis qui nous fait miroiter bien clairement que ça, là, c'est très important de garder ça sécurisé. En traitement de cancer, quand on a mal aux os puis qu'on a de la misère à marcher, il y a des bouts, là, c'est pas tout le temps comme ça, c'est pas dramatique tant que ça, là, mais il y a des bouts où ça fait mal, puis on est obligé de marcher puis d'aller au 18e sous-sol, à l'autre bout du corridor, pour aller chercher une photocopie papier de ce qu'on a besoin pour nos preuves d'assurance, parce qu'ils ne peuvent pas nous l'envoyer par courriel parce que ce n'est pas sécuritaire. Là, c'est un point, juste rebondir sur ça, parce que c'est vrai pour le système de santé, mais c'est vrai pour beaucoup d'aspects du fonctionnement du gouvernement. Ce n'est pas un reproche, là. Mais il y a des logiques différentes qui sont contrastées par c'est le numérique, mais c'est vraiment l'intelligence artificielle qui permet ça, en opposant les compagnies puis l'appareil gouvernemental. Le gouvernement, pour des raisons d'équité, de coût, fonctionne, c'est un système, et donc
il y a une logique d'uniformisation. Et entre autres, pour s'assurer que tous les citoyens sont traités de la même manière, ce qui est juste, mais aussi parce que c'est plus simple d'uniformiser que de traiter les cas particuliers. D'accord? On le voit pour le système de santé, mais c'est une question de l'appareil gouvernemental, puis ce n'est pas un reproche. Dans le privé, on est dans une logique de personnalisation. Et donc, on personnalise de plus en plus l'expérience. D'accord? Et donc, on se retrouve avec un gouffre croissant entre ce que le privé offre par l'intelligence artificielle et ce que le gouvernement offre par son fonctionnement. Et donc, l'écart va être de plus en plus frappant entre le privé qui essaye d'éliminer toute la friction autour de nous, que ça soit confortable, que ça conforte nos biais, que ça conforte nos souhaits, nos plaisirs, versus le gouvernement qui, pour des raisons qui sont compréhensibles, n'est pas dans une personnalisation. Et donc, il y a un bureau. Là, il y a des enjeux de confidentialité et de sécurité, mais il y a aussi le fait que tout le monde doit être traité de la même manière, même si ce n'est peut-être pas approprié à des circonstances particulières. Puis pour des enjeux aussi de diversité et d'inclusion, ça a aussi l'effet qu'il y a des populations qui ont été et qui sont encore traitées différemment et qui, en gros, on leur demande énormément, on leur demande de fonctionner dans un système uniforme, alors que ce système uniforme-là ne les a pas traités avec des égards qui justifient la confiance. Et donc, c'est très... Ici, la logique, je dirais, pour la confiance, puis ici, c'est particulier à l'intelligence artificielle parce qu'elle permet un degré de personnalisation plus grande. Ici, il faut en quelque sorte que le gouvernement se pose la question de la personnalisation parce que sinon, elle va être de plus en plus en écart par rapport à l'expérience que quelqu'un a en utilisant des outils privés. Et ça il va y avoir une dissonance cognitive parce que le privé va dire, eux, ils me comprennent, ils me donnent juste des clips que j'aime, Et à côté, il y a le système qui, lui, pour des raisons compréhensibles, mais ne me traite pas comme un individu autant que ce que... Puis c'est pas un reproche, là, ça s'explique, ça se comprend, mais il faut s'y attarder parce que pour le citoyen, le contraste va être de plus en plus frappant. Mais il faut une personnalisation dans l'équité, ce serait l'autre façon de l'exprimer. Exactement. Puis à ce moment-là, on a moins d'écart. L'écart est moins grand. Oui. Tu voulais réagir, Catherine? Bien, dans le privé, on nous sollicite à tour de bras des focus group, des sondages, des ci, des ça pour connaître nos besoins. Au niveau des soins et services ou de l'appareil gouvernemental, on n'est pas tant consulté que ça sur ce qu'on a besoin, puis ce qui ferait notre affaire, ce qui serait acceptable. Puis là, bien, en consultant les gens en plus, bien, toute l'idée d'être absolument équitable puis juste avec tout le monde, peut-être que les citoyens diraient d'autres choses. Puis je vais juste vérifier si Cécile a des questions. Moi, je vais vous en poser une encore comme ça, à voir où est-ce qu'elle voudrait emmener la conversation. Je vais vous amener dans la zone des, justement, focus group, consultation, participation. On est quand même heureux et je pense qu'on n'oublie jamais de le dire qu'on est sur le territoire qui a pensé à développer la Déclaration de Montréal pour le développement d'une intelligence artificielle responsable. Cette déclaration-là comprend les éléments qu'on vient de dire, de continuer à s'adresser au bien commun, l'utilité publique, la responsabilisation, la personnalisation. Pourtant, on a ce débat aujourd'hui. Est-ce qu'on a suffisamment fait 2600 signatures, 6 langues, visiblement, est-ce que c'est suffisant, insuffisant? Comment la faire vivre? Est-ce que des focus group, on en a fait assez? Est-ce qu'on doit faire plus? Est-ce qu'on doit faire différent? Donc, je cherche un petit peu à vous amener vers comment je la change, cette participation citoyenne qu'on doit attendre si on veut faire changer nos instances gouvernementales, puis notre propre compréhension et comportement. Il faut d'abord être ouvert à accueillir cette diversité-là au sein des appareils.
Moi, je me trouve bien chanceuse au Centre de recherche du CHU parce qu'on est sur un pied d'égalité avec la direction scientifique. Quand il y a des questions d'orientation stratégique, ben on est appelé autour de la table, puis on contribue à ça. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est capable, chacun de notre bord, de retourner dans la communauté puis de dire, ben garde, la recherche, c'est important pour telle raison. Puis c'est un devoir collectif. Fait qu'il y a quelque chose, quand on fait partie des discussions, quand la porte est ouverte à nous accueillir, bien, c'est pas tout le monde, mais il y en a du monde. Donc, l'usager partenaire avec le sens vraiment premier du mot partenariat, qui est une contribution des parties et une écoute. Puis, il y a quelque chose qui s'installe. Oui, le patient partenaire comprend mieux le système, ses enjeux, les paramètres de tout ça. Et ceux qui sont de l'autre côté de la table comprennent mieux ce qui arrive avec les personnes qui sont concernées. Je me souviens d'une discussion avec un chercheur fondamental qui n'avait jamais vu de patient de sa vie. Puis le contact avec des patients partenaires fait en sorte que sa recherche, lui-même le dit, c'est beaucoup plus profond que ce qu'il faisait avant. Il ne voit plus son secteur de recherche de la même façon. Fait que c'est du gagnant-gagnant, tant pour les instances que pour les personnes qui contribuent. Donc, un modèle de co-développement qu'on pourrait appliquer à d'autres secteurs technologiques, dont l'intelligence artificielle qui nous préoccupe aujourd'hui. Messieurs, une autre idée par rapport à ça? Comment est-ce que, non pas on oriente, mais on peut être plus créatif quant à notre participation citoyenne? Comment est-ce qu'on peut être plus créatif? Avant de répondre à ces questions, je voulais d'abord rebondir sur ce que Catherine a dit. La personnalisation, oui, je suis pour la personnalisation, mais il y a certaines dimensions. Parce que si on se personnalise un peu trop des fois, parce que des fois, la question de la diversité et l'inclusion, c'est qu'on veut être traité comme tout le monde. Donc, si on personnalise un peu trop, on mélange tous les cercles, on risque de violer certaines intimités. Maintenant, c'est aussi important de comprendre que la personnalisation vient avec une certaine proximité, comme Catherine disait. Il faut la proximité pour avoir la personnalisation. Mais est-ce que tous les citoyens veulent aussi être cette proximité-là véritablement avec les pouvoirs publics? Et puis maintenant, pour répondre à ta question, ce serait de dire comment est-ce qu'on facilite donc alors la démocratie, déjà, ça serait défini la démocratie. Pouvoir par le peuple et pour le peuple. Donc, il faudrait donner véritablement ce pouvoir au peuple. Et moi, je vois ça avec la transparence. La transparence comme outil de contre-pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on se sent plus à l'aise d'aller sur TikTok et donner, on est plus d'1 milliard maintenant peut-être sur TikTok, que d'aller sur le gouvernement? C'est peut-être parce qu'on sait qu'il y a un gouvernement par arrière qui peut exiger une transparence à TikTok. Tandis qu'au gouvernement, mais qui va l'exiger une transparence au gouvernement? C'est une question qui m'est venue en tête. Merci. Merci. Pour la déclaration de Montréal pour l'intelligence artificielle responsable, pour moi, c'était un geste qui est important, en fait, vraiment important puis symbolique, mais quelque part, c'est un engagement qui doit vivre. Donc, c'est pas... si on signe, c'est vrai pour n'importe quelle convention. Prenez n'importe quel document, que ce soit de l'ONU, que ce soit... bon, il y a beaucoup de travail pour le mettre en place, pour réfléchir, pour le signer. Mais si une fois que c'est fait, on n'en parle pas ou on ne le vit pas, mais ça ne sert à rien. C'était un moment d'inflexion, mais ça ne vit pas. Donc, pour moi, c'est plus j'ai envie de dire, la démarche de la Déclaration de Montréal était vraiment participative au sens fort. Ça, pour moi, c'est le symbole, c'est l'élément, bien sûr, les suggestions, les prescriptions, mais à la limite, c'est la démarche de la déclaration qui est à la limite plus importante que la déclaration elle-même. Et ça, moi, je continue à être extrêmement préoccupé par la perte de confiance envers les institutions d'une société démocratique en général, et de voir comment la question de l'intelligence artificielle peut accentuer, ou si on le fait correctement,
réduire. Puis quand je parle de confiance ou de méfiance, c'est pas une confiance béate parce que les dérapages possibles sont réels. Donc, il faut rester, je dirais, vigilant ou exigeant envers nos institutions. Ça, c'est évident. Mais je reste très préoccupé par, disons, l'érosion de la confiance envers ces institutions-là qui ont démontré que, je dirais que au moins, elles l'ont peut-être fait de manière maladroite, elles l'ont sûrement fait de manière inéquitable dans le passé, mais il reste que ça a été le bien public. Et donc, il faut réfléchir à comment nos démarches, comme la Déclaration de Montréal, comment on peut les vivre d'une manière qu'elles soutiennent une confiance méritée envers les institutions d'une démocratie. Et ça, je pense que... donc, c'est pour ça, pour moi, la déclaration, c'est un commencement. Ce n'est pas un aboutissement. Puis je suis d'accord avec toi. Je cherchais justement comment est-ce qu'on peut la faire vivre. Et puis, on sait que François Croteau avait vraiment une problématique aujourd'hui, mais il nous manque un petit peu. Il a pratiqué dans son arrondissement une démarche citoyenne, des consultations citoyennes très participatives. Est-ce que vous avez des exemples qu'on pourrait se dire, on a ce texte fondateur, sa démarche très participative, mais quels sont les éléments auxquels il faut qu'on pense? Moi, je sais que Cécile est une fan de communauté de pratique, et puis c'est génial parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, d'engagement, de capacité à réagir. Cela dit, ça reste aussi quand même dans notre milieu. C'est difficile de l'ouvrir et de la faire vivre autrement. Donc, je cherche une petite recette, quelque chose qui fait que tout le monde dans la salle là, va se dire « Ah ouais, demain matin, oui, moi je m'inscris, ça me tente. » Il n'y a pas de recette magique, là. Ouais. Mais je dirais, d'une part, de réfléchir par rapport aux données gouvernementales. Je vais prendre ça, puis ce n'est pas juste en santé. Au-delà de la protection, puis au-delà de la valorisation. Parce que c'est comme si on avait deux extrêmes. C'est de dire, ça va nous rapporter ou on va vous protéger. Puis en fait, c'est qu'entre les deux... Il y a le chemin pour le faire. Entre les deux, c'est dire, on va l'utiliser pour votre bien, on va vous dire comment, puis on va vous dire... Puis on va vous inviter à participer. On va vous inviter à y participer dans le parcours. Donc ça je dirais, puis ça a des conséquences pour d'autres types de consultations publiques puis de co-construction. C'est quoi le rôle des consultations du BAP en environnement? D'accord? C'est quoi puis quand je dis le rôle, c'est quelle est la portée de ce qui va sortir de ces consultations-là? Donc, c'est pas juste en IA, c'est quelle est disons, l'effet de la participation. Si on est capable de mieux articuler et de documenter l'effet de participer, bien, les gens vont se dire, oui, je vais y aller un dimanche après-midi, participer à telle chose parce que j'y vois un sens. J'y vois un sens. Bien oui. Je regarde, je disais tantôt, le centre de recherche, quand il y a des orientations stratégiques à adopter, ils nous consultent. S'ils faisaient juste nous consulter puis qu'on ne voyait aucun reflet de ce qu'on a émis, le dimanche suivant, on n'y va pas. Quand tu sens que ta participation a une influence et qu'on te le reflète si tu ne t'en rends pas compte, bien, ça crée du sens. Mais est-ce que le problème, c'est que, justement, c'est intéressant, donc Catherine, vous parliez d'une bonne gouvernance qui intègre les patients, donc quelque chose qui a été pensé en amont, une structure. Est-ce qu'un problème structurel de notre système, c'est qu'on investit énormément du développement, on se targue d'avoir les meilleurs centres de recherche, développement de l'intelligence artificielle, et très peu de ressources vont dans l'engagement, la participation, l'information, la production de bénéfices personnalisés. Structurellement, est-ce que ce n'est pas un problème aussi ici par rapport à d'autres juridictions? Bien, là encore, je vais revenir à la première affaire. Les gens qui savent qu'ils peuvent s'impliquer puis s'engager dans le système, que ce soit le système de santé ou autre, c'est pas très connu. C'est à connaître. C'est la première étape. Puis, dans les systèmes gouvernementaux,
approcher la population pour l'inclure dans les décisions, c'est toujours un peu oh, mais là, on ne peut pas amener n'importe qui, puis là, les gens vont prendre des décisions à notre place. Puis c'est la même chose qu'on vit en recherche. Les chercheurs, au début, disent mais là, moi, c'est pas vrai, il n'y a pas un patient qui va venir me dire comment faire ma recherche. Quand on comprend l'interaction possible entre les deux, puis le bénéfice qu'il y a à être en relation, les barrières s'abattent, mais actuellement, on est dans une espèce de zone où il faut défricher. On a peut-être là effectivement une culture à faire évoluer. Puis j'aime beaucoup la question de Cécile de se dire, au début du design de quelque chose, de la conception de quelque chose, incluons justement cette participation citoyenne, l'usager final qui va co-construire. C'est des mots qu'on entend beaucoup, un petit peu galvaudés, mais qui sont par ailleurs très, très importants. Le temps file, peut-être qu'on peut ouvrir les questions vers la salle. Participants, participantes, tous ceux qui êtes là, qui vous êtes déplacés pour entendre nos experts. Avez-vous des questions? Je vais vous inviter à rejoindre le micro si vous en avez. Bonjour, merci beaucoup pour la discussion. Je suis ancien candidat politique écologiste. J'essaie d'expliquer les changements climatiques au porte-à-porte. Très difficile. Et là, je me tourne vers l'IA. C'est encore plus abstrait, encore plus complexe à expliquer. Ma question est par rapport au point de vue pragmatique. Quel est l'équilibre à trouver entre la délégation aux experts qui vont comprendre l'apprentissage profond et comprendre et surtout pour une technologie qui se développe très rapidement, même si on arrivait à expliquer l'apprentissage profond maintenant au public, dans 5 ans, il y a l'artificiel, il y a quelque chose d'autre. Donc, quel est cet équilibre à trouver entre la délégation aux experts et l'engagement citoyen, étant donné la rapidité de la technologie et de la complexité? Ça, c'est d'une grande question, je veux dire, et auquel je m'y suis beaucoup intéressé parce qu'on a tous besoin des experts. On ne peut pas tout savoir, là, indépendamment de l'intelligence artificielle. Là. On doit toujours déléguer certaines tâches épistémiques, des tâches de connaissance à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose, ça a toujours été vrai. Bon, la question, c'est, on doit déléguer, disons, de mieux comprendre à quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on doit déléguer nos choix. Donc moi, il faut mieux distinguer la partie connaissance et l'aspect décisionnel. Et ça, puis là, il va y avoir des thèses de doctorat là-dessus, là, parce que, puis il est trop tôt pour vrai. Là, c'est une hypothèse que j'énonce. La confiance envers les experts scientifiques était très, très, très élevée durant les 40 dernières années. Ça a été mesuré surtout aux États-Unis, mais on voit que c'est le groupe qui, aux États-Unis, est digne de confiance, est jugé digne de confiance, le plus élevé. D'accord? Et par contre, les mêmes sondages, les mêmes enquêtes montraient que les mêmes gens qui faisaient confiance envers l'avis des experts ne voulaient pas que ce soit que les experts qui décident. D'accord? Donc, il y avait comme une espèce de... On veut savoir l'avis des experts, ils sont dignes de confiance, mais on ne veut pas être dirigé par les experts. D'accord? On veut que ce soit nos élus, nos groupes communautaires, et ainsi de suite. Mais on veut qu'ils aient l'avis des experts. Durant la COVID, moi, une des plus grandes préoccupations que j'ai, ça s'est décliné différemment dans différentes juridictions, dans différents pays, c'est que, puis c'était pas conscient, c'était pas délibéré, mais c'est la confusion des rôles entre l'expert qui dit « voici ce qu'on vous recommande » et le décideur qui devait trancher. Donc, moi, au cours des prochaines années, une des choses que je veux suivre, c'est comment a été affectée la confiance envers les experts, parce que, puis moi, je crains qu'il y ait une baisse de confiance, parce que, à tort ou à raison, on a suggéré que c'était eux qui décidaient, alors que dans une démocratie, ce n'est pas les experts qui devraient décider. Donc, pour la question de... Donc, moi, je pense qu'il faut clarifier l'avis des experts et qui décide. Et ça, pour moi, c'est crucial, pas juste pour l'IA, mais pour toutes les sphères,
Parce que, par exemple, moi, j'aime beaucoup les chips, manger des chips, et bien, je le sais que ce n'est pas bon pour moi. D'accord? Donc, et mon médecin il me dit que j'en mange pas tout le temps, là, je vous rassure. Mais tu sais, je veux dire, le médecin, il me dit, Frédéric, tu ne devrais pas manger de chips. Bien, c'est important que je l'entende, puis c'est important que ça informe ma décision. Puis ensuite, je prends mes choix. Et ça il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas perdre la décision. Il ne faut pas confondre l'avis d'expert et la décision. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il faut être le plus attentif. Puis c'est vrai pour le climat, l'IA, c'est vrai dans toutes les sphères. Puis c'est quand on confond les deux que souvent on a une résistance, parce que là, on dit non, mais je n'ai pas de voix au chapitre, parce que je ne suis pas expert. Si c'est les experts qui décident, puis je ne suis pas expert, je ne participe pas à la décision. En même temps, l'expert doit se rendre accessible pour donner cette capacité de choix, ce que je pense qu'il y avait aussi dans la question. Puis dans quelque chose qui évolue incroyablement rapidement, combien on se rend accessible. Puis là, il y a peut-être des métiers ou des processus de partenariat, justement, qui sont intéressants pour faire ces liens. Catherine, je t'ai coupé la parole, j'en suis désolée. Non, pas de trouble. Mais bon, j'ai perdu mon idée. Loïc voulait aussi intervenir, si ça te laisse le temps. Moi, la question par rapport aux experts, je voulais juste répondre pour dire que c'est bon quand un expert te dit des informations, mais le souci avec l'expert, c'est qu'il n'est pas dans ton quotidien. Il n'a pas cette proximité avec toi. Et c'est pour cela que c'est important. C'est important que ce soit une autre personne qui est plus proche de toi, qui puisse prendre la décision, parce que cette personne, entre guillemets, dans les grosses guillemets, te connaît. Et puis, à ce moment-là, tu as besoin de l'information pour comprendre ce qui se passe, mais tu as besoin d'une personne qui connaît maintenant tes enjeux personnels à toi pour pouvoir finalement prendre la décision. Fait que l'équilibre, pour moi, se retrouve dans un cocktail. Le cocktail de la proximité, le cocktail de l'expert. Tout le monde a un rôle à jouer. Il faut tous les rassembler. Il ne faut pas les mettre de côté et puis se concentrer et regarder les regards, fixer juste l'expert. À ce moment-là, on frappe un mur parce qu'on reste tous des humains aussi. Tout à fait d'accord avec toi. Puis, tu sais, dans ce que tu dis, les experts, oui, les experts produisent des connaissances puis des données pour informer les politiciens, l'appareil gouvernemental, mais plus il va y avoir de citoyens ordinaires impliqués avec ceux qui sont les experts producteurs de connaissances, plus on va arriver à démocratiser tout ça, je pense. Je pense qu'on a une autre question. Yves. Un grand merci pour ces échanges super intéressants. Je dirais non pas sur, mais à propos de l'intelligence artificielle, parce que est-ce que je me trompe ou de ce que j'entends de vos échanges, l'intelligence artificielle est un révélateur de certaines limites ou en tout cas de certaines attitudes qu'on a utilisées jusqu'à présent. Puis je pense en particulier à toute la question du consentement éthique que vous avez évoqué. Vous avez commencé en disant que c'est trop compliqué à expliquer. Puis de toute façon, je pense qu'on explique probablement trop dans nos approches de consentement à l'éthique. Dans mon équipe de recherche, moi, ça fait des années que des gens, quelquefois, refusent même de participer parce qu'ils ne veulent pas signer les 6 pages écrites en petites lettres qui n'ont aucun impact personnels ou qui ne soulèvent aucun impact, mais qui sont basés sur la compréhension pour un consentement éclairé, tout ça qui est super important, mais qui n'est peut-être pas l'élément essentiel. Vous avez beaucoup parlé de l'approche du privé, qui est plus orientée vers, je dirais, l'avantage qu'on y trouve pour soi-même et peut-être pour la société, plutôt qu'une compréhension théorique de la raison pour laquelle je devrais participer. Puis encore une fois, c'est ça, l'intelligence artificielle est un révélateur parce que là, ça devient trop compliqué de comprendre. Alors, mon commentaire, c'est est-ce que je dois comprendre que cette discussion fait en sorte qu'on devrait se poser la question, peut-être de penser autrement l'approche éthique, non pas sur bien sûr en protégeant la confidentialité des données, les données personnelles et tout, mais en demandant aux équipes de recherche, au lieu d'expliquer en long et en large
le rationnel, de les obliger à mettre en place des mesures pour une participation aux résultats de la recherche et même une obligation à inviter les participants à savoir quels sont les résultats de la recherche et à les informer de manière régulière, comme vous avez mentionné, Catherine, sur les résultats de cette recherche. Autrement dit, au lieu d'avoir des consentements ou une approche en éthique basée sur le consentement, je dirais, éclairé au sens de la démarche scientifique, puis ici, on voit que c'est trop compliqué, mais d'avoir un consentement qui sera plutôt motivé par à la fois le retour et aussi la participation à une amélioration, on va dire, dans la société. Est-ce qu'il y a des impacts là-dessus, là? Très clair, on va te revenir. Peut-être, je vais laisser Catherine, un privilège de notre patiente partenaire, puis Frédéric. Il y a un impact, c'est certain. Moi, tous les patients partenaires que j'ai côtoyés dans des projets de recherche qui ont eu à relire des formulaires de consentement, le produit final a été beaucoup plus compréhensible. Puis il y a des questions à un moment donné que, entre chercheurs puis patients qu'on se pose. Mais là, ce risque-là qui est noté, y est-tu plus important que quand je prends une Tylenol? C'est vraiment essentiel de le mettre là? Fait que, il y a comme une espèce de souci démesuré de bien protéger le patient. Puis on le voit aussi quand on participe à des essais cliniques, on est suivi puis encadré comme on ne l'est jamais autrement dans la vie. Puis c'est important pour le patient, là je parle en santé, mais n'importe quel type de recherche, c'est important de comprendre ce qu'on fait, à quoi on contribue. Puis il n'y a pas de moyen de le faire autrement qu'en expliquant de la façon la plus simple possible ce qu'on fait, c'est quoi le but, puis qu'est-ce que ça va donner au bout de la ligne, puis de tenir les personnes informées de ça. Puis ça a un impact parce qu'on le voit dans les réactions des sujets de recherche. Frédéric? Bien, je souligne d'abord, moi je pense qu'il y a vraiment une piste intéressante à explorer, mais ça serait le fun aussi qu'on l'exige des compagnies. C'est parce que quelque part, on augmente, je dirais, on se donne, puis de bonne volonté, du travail de plus, mais qui vaut la peine, d'accord? Mais le fardeau, on est en train de l'assumer complètement du côté du public, sans avoir d'exigences supplémentaires pour la collecte et l'utilisation de données en intelligence artificielle du privé. Donc ça, pour moi, je pense qu'il faut réfléchir, avec ces nouveaux mécanismes-là, pourquoi on ne demande pas d'une compagnie qu'elle exprime dans un langage compréhensible pour le commun des mortels qu'est-ce qui est vraiment fait avec les données? Qu'est-ce qui ne sera pas fait avec les données? Donc, on a des formulaires. Ça, c'est un aspect, je dirais, une exigence juridique, puis il y a une vulgarisation qui est plus grande, mais juste qu'on réfléchisse que je pense que c'est bon de penser à comment nous faire mieux avec la recherche publique, avec les données publiques, mais de jamais garder de vue que... Les principes s'appliquent à tout le monde. Les principes devraient aussi être utilisés par tout le monde. J'ajouterais un petit truc. Il y a quelque chose d'unique à... C'est pas juste difficile à comprendre. Il y a une partie qui est impossible à comprendre. Ça, non, mais il y a quelque chose d'unique, c'est qu'on n'est pas en mesure de suivre chaque étape dans une vie humaine du calcul qui est fait à chaque étape d'itération. Et ça, il faut reconnaître que c'est pas, je ne veux pas inquiéter le monde, c'est juste, c'est radicalement différent pour l'intelligence artificielle que pour d'autres sciences ou d'autres technologies, où on peut déléguer l'expertise à un humain de comprendre chaque étape de l'opération, alors que, disons, en machine learning, bien, il y a une partie... C'est la machine qui apprend. C'est la machine qui apprend, c'est exactement. Donc ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Puis aussi, les autres particularités uniques qui sont à la fois du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, le volet qu'il y a une partie de la chose qui est impossible à complètement analyser. Il y a le fait qu'on participe en nourrissant
les algorithmes. Ça, c'est unique. Ce n'est pas le cas pour toutes les sciences et technologies. Puis troisièmement, c'est qu'il y a une facilité de déploiement. Donc, c'est que ça, c'est absolument unique. Si on développe quelque chose ici, on peut le déployer ailleurs immédiatement. Ça c'est particulier de cette technologie-là. Ce n'est pas bien ou mal, mais c'est important de le garder à l'esprit quand on réfléchit à ces choses-là, parce que ça veut dire qu'on peut mettre en place et déployer des choses que, bien, si vous déployez un vaccin, bien, il faut qu'il y ait une usine, il faut qu'il y ait des tests cliniques. Je veux dire, c'est pas en 2 jours. Alors que de déployer TikTok, bien, ça n'a pas été fait ici, puis maintenant, c'est utilisé partout. Donc, la vitesse de déploiement puis la facilité de déploiement, c'est une particularité qui mérite d'être tenue en compte. C'est pas bien, c'est pas mal, mais c'est une particularité de cette technologie-là qu'on ne retrouve pas pour d'autres technologies. Ce qui est important dans la participation citoyenne, si on veut vraiment la faire vivre, parce qu'on ne peut pas se retrouver au moment d'un lancement à dire bah, « tiens, il fallait donc que j'aille consulter un tel ou un tel », parce qu'on est là au pied du mur. Donc, ça nous oblige à penser aussi de cette participation-là. Comme on le disait à un moment donné dans l'échange, dès le début, dès la conception, dès le design, si on veut vraiment profiter de ce bénéfice temps et accélération aussi. Et la rapidité du développement fait l'impossibilité de les réglementer aussi. Je vais prendre la question, mais l'impossibilité de réglementer, elle est très forte. Il y a des livres qui sont écrits justement sur le fait qu'on déploie rapidement et puis on perd le contrôle sur la réglementation. Je pense que ça ramène à ce que vous disiez tantôt. C'est le risque-bénéfice. Dans le public, on ne nous parle que des bénéfices, puis dans le privé, on ne nous parle que des bénéfices, puis dans le public, on ne nous parle que des risques. Il est temps de remarier les deux, là. Très, très juste. On a une autre question. Oui, alors, merci pour ce très intéressant débat. Comment rendre l'IA vraiment démocratique? Au Québec, on parle de 53% à 40% d'analphabètes fonctionnels. J'aurais aimé ça en avoir au moins un sur le débat aujourd'hui. J'aurais aimé ça voir des gens en chaise roulante, des gens de Bécomo, du Lac-Saint-Jean. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Et il y a 2 Québec. Il y a le Québec urbain, comme Paris, il y a la région. Et il y a vraiment 2 Québec, tu vois. Donc ça, je pense que par rapport à vous, Time World, parce que déjà pour nous, Québécois, que ça s'appelle Time World et que ça semble une organisation sur l'intelligence artificielle francophone, alors ça nous choque parce que les Français, ils mettent presque tout en anglais, comme c'est la mode, tu vois. Donc ça, déjà, ma mère ne parle pas anglais, j'ai plein d'amis, des intellectuels qui ne parlent pas anglais. J'aurais aimé ça aussi que les animateurs et animatrices qui sont excellentes et excellents, qu'il y en ait des Libanais, des Marocains, Camerounais. Il y a un grand intellectuel camerounais qui est ici en ce moment à Montréal, Bonaventure Mve Ondo. Il ne parle pas anglais, mais il est très, très intelligent. Donc, il aurait pu faire un bon travail. Ça aurait été le fun d'avoir des animateurs québécois aussi. Donc, la question, comment la rendre démocratique, je pense qu'il faut aller chercher les gens. Tu vois, comme, bon, je ne sais pas c'est où votre prochaine conférence, Time World. Peut-être ça va s'appeler le temps du monde. Mais d'aller chercher un peu plus de participation locale, tu vois, dans ce sens-là. Mais je me régale, c'est extraordinaire. Donc, comment la rendre plus démocratique, d'aller chercher les consanguins du Lac-Saint-Jean, ça aiderait sûrement beaucoup. Je vais aborder En fait, il y a une question il y a plusieurs enjeux là-dedans par rapport à la représentativité. Ça, je ne commenterai pas, mais il y a des bons points qui ont été soulevés. Je vais soulever un point un peu indirect. C'est essentiel que chaque société ait sa capacité de recherche locale. Et ça, donc on ne peut pas déléguer à d'autres la recherche sur ces questions-là. Et je vais donner un exemple qui n'est pas du tout en intelligence artificielle. Nous, puis je le dis, là, je ne travaille pas pour le Fonds de recherche du Québec. Là. Non, c'est moi. Mais je veux le mentionner parce que souligner que ce n'est pas banal de pouvoir faire de la recherche en français ici. Et si on s'intéresse au décrochage scolaire, où que ce soit à Côte-des-Neiges ou à Chicoutimi, d'accord? Bien, le décrochage scolaire au Québec ne sera pas vécu
de la même manière que le décrochage scolaire au Japon ou aux États-Unis. D'accord? Donc, c'est important qu'il y ait de la recherche sur le décrochage scolaire ici, parce qu'on a des réalités qui sont historiques, sociologiques, économiques, une diversité culturelle qui n'est pas la même que dans d'autres pays. Si on n'a pas de capacité de recherche locale, puis dans notre cas, de permettre la recherche en français, bien, ça veut dire que c'est encore plus difficile de faire la démarche que vous décrivez avec justesse, qu'il faut, oui, il faut être plus proche de ceux qui ne sont pas ici, dans cette salle, ou qui ne sont pas à l'université, qui ne sont pas à Montréal. Donc, ça ne répond pas à, je dirais, les préoccupations légitimes que vous avez énoncées, mais ce que ça souligne, ce que ça rappelle pour moi, c'est que, bien, on est chanceux, puis il faut en faire plus de la recherche. Quand je dis local, ce n'est pas juste Montréal, c'est de la recherche, puis le FRQ, de toute façon, soutient de la recherche partout au Québec. Mais ce que vous soulevez, c'est hyper important. C'est qu'on ne peut pas déléguer constamment à des experts et ailleurs de faire de la recherche, puis on se dit, bien, quand ils auront fini, on prendra les résultats. Non, parce que les résultats, ils ne traiteront pas de notre réalité. Le décrochage scolaire, il y a des réalités qui émanent de l'histoire du Québec et de ses arrivants à ces différentes vagues d'immigration qui ne sera pas la même que le décrochage scolaire en Ontario. Et donc, bien, il faut faire de la recherche sur le décrochage. Puis je dis décrochage scolaire, mais ça pourrait être n'importe quel autre sujet. Donc, la recherche, la capacité de recherche locale est essentielle. Puis je suis reconnaissant au FRQ, puis ce n'est pas une plug, c'est sincère, parce que je m'intéresse aux politiques scientifiques, d'avoir eu ça, mais il faut en faire plus. Mais c'est vrai en intelligence artificielle. Parce que, puis là, on est particulièrement chanceux, puis je dis chanceux, parce qu'on a eu des grands chercheurs qui étaient ici, mais par malchance, ils auraient pu être ailleurs, qui nous permettent justement de tirer profit plus que d'autres sociétés. Mais là, il faut le faire. Puis pour le faire correctement, bien, il faut parler à ceux qui sont plus loin d'un contrôle de ces technologies-là. Mais pour moi, c'est essentiel, le point que vous soulevez, c'est que pour vraiment qu'on en tire profit collectivement, bien, il faut que tout le monde ait voix au chapitre, puis ce ne sera pas tout le temps du monde avec des PhD à Montréal. D'accord? Donc, moi ça, je pense qu'on le fait mieux que d'autres, mais je pense aussi qu'il y a une grande amélioration d'avoir ces discussions-là, là où les gens sont, puis pas juste géographiquement, mais où ils sont. Puis ça reprend un thème que Loïc a identifié tout à l'heure, c'est là où ils sont culturellement, en termes de valeurs, en termes de choix, au-delà de l'acceptabilité. L'acceptabilité sociale, ce n'est pas un bon terme. Il faut qu'ils participent, et qu'ils participent comme ils sont, où ils sont. Puis ça, pour le Québec, ce n'est pas banal. On le fait mieux que d'autres, mais il faut le faire mieux encore parce qu'on ne peut pas déléguer l'expertise, la recherche, puis l'utilisation de ces technologies-là à d'autres sociétés. Je vais rebondir sur votre question, puis je vais vous remercier premièrement du point. Je pense que Frédéric l'a élaboré, il est incroyablement important. J'ai la chance de travailler dans une organisation, le Fonds de recherche du Québec, qui est très, très, très préoccupée et sincèrement préoccupée de la liaison et du dialogue sciences et société. J'ai aussi la chance, quand je suis arrivée ici il y a 20 ans, donc je n'arrive pas encore à cacher complètement que oui, j'étais d'origine française, mais très contente de ma citoyenneté canadienne et de mon appartenance québécoise. Je suis arrivée il y a 20 ans pour travailler dans un domaine qui était un petit peu similaire dans les débats que nous avions au débat qu'on a aujourd'hui, qui était celui de la génomique. Et quand je suis arrivée, je me rappelle un de mes premiers voyages qui était TED for Minds. Donc, la Française qui arrive à TED for Minds, je peux vous dire que ça faisait un petit choc. Et pourquoi on allait là? On allait là parce que nous trouvions qu'il était absolument nécessaire
que l'ensemble de la population des citoyens, des citoyennes puissent avoir accès à l'échange autour de ça veut dire quoi de la génomique, c'est quoi de l'ADN, c'est quoi un test diagnostic personnalisé. Ça a été des débats incroyablement riches qui nous ont permis de nous ajuster comme agence. Je pense que ce que soulève votre point aujourd'hui, c'est on a l'opportunité de faire exactement la même chose, de vraiment aller à la rencontre, et puis on étant l'ensemble de la communauté scientifique, et pas juste scientifique. Je pense qu'on a beaucoup ramené nos décideurs ici qui ont un petit peu un mot à dire quant à l'utilisation, un mot à dire ou le mot que nous, on voudrait dire quant à l'utilisation de nos données. Donc je pense qu'il y a ici une opportunité réelle de rendez-vous à avoir. Puis en tout cas, moi, ça va me faire plaisir de le concevoir comme ça. Donc, vraiment, merci du point. Puis, c'est là où je rebondis avec ce que disait Frédéric. On n'est pas nul en plus pour le faire. On le sait le faire, on l'a fait. Puis, ça donne des équipes de recherche qui demeurent aussi en région, qui restent en région. Et je ne peux pas ne pas mentionner Catherine Laprise qui fait un travail extraordinaire dans la matière des omics, où je pense qu'on peut faire la même chose. Donc, c'est l'ajout que j'aurais fait, mais c'est très certainement une orientation pour laquelle on a la plus grande vigilance. Si je peux me permettre, juste un petit ajout, Cécile parlait de la communauté expérience de patients partenaires en recherche. On est des patients partenaires qui sommes de plusieurs régions du Québec. Il y a de la diversité ethnique, d'âge, il y en a de 9 à 95 ans. C'est un groupe qui est assez, il y a des Autochtones, on est sensible à ça aussi. Puis justement, dans l'esprit de ce que vous dites, d'ici la fin juin, on va vers les régions un peu plus éloignées pour aller collecter l'expérience des gens dans ces régions-là. Je pense que nous avons une autre question. Oui, ça concerne au début du débat, vous avez vraiment exprimé, et au cours du débat, exprimé le fait qu'il y a cette dichotomie entre le public et les données qu'on donne au public pour lesquelles on n'a pas tellement confiance dans ce qu'ils vont faire, et puis les retombées vraiment personnalisées que le privé peut offrir. Alors moi qui m'intéresse au débat entre médecine publique et médecine personnalisée, évidemment, ce qui m'effraie un peu dans cette histoire, c'est quelle va être la place qu'on va pouvoir laisser à la santé publique pour bénéficier de l'intelligence artificielle si on part du principe que le citoyen n'est pas prêt à considérer un bénéfice populationnel et non pas personnalisé. Ça, ça retouche en fait la question du climat. Oui. Donc, c'est la question, et ça, j'aime beaucoup la question parce que, en fait, je pense qu'on sous-estime nos concitoyens et que le gain n'a pas besoin d'être toujours personnel, d'accord? Mais pour des gains populationnels, le défi est immense de l'expliquer. Parce qu'en gros, on dit, en fait, on dit à la limite, vous ne bénéficiez pas individuellement. Donc, c'est plus loin que de dire c'est difficile à expliquer, c'est abstrait. C'est dire non, en fait, c'est que vous n'en bénéficierez probablement pas pour raison X, Y, Z. On ne le dit pas comme ça, là, mais c'est implicite. Donc, moi, je trouve que là où j'ai entendu les arguments les plus convaincants pour, disons, du côté santé publique, c'était quand on réussissait à exprimer, non pas en termes de... Là, puis je ne suis pas un expert là-dedans, je veux le préciser, là, donc c'est impressionniste. Ça semble plus convaincant quand on parle en termes de génération qu'en termes de population. Et je crois, et c'est la même santé publique, c'est la même... Mais donc, quand on parle de responsabilité envers nos enfants ou envers nos parents, c'est un niveau d'abstraction qui est très limité. On est en santé populationnelle, mais mon intuition, puis ça, peut-être que mes collègues qui sont beaucoup mieux férus en santé publique pourraient me dire « Non, en fait, Frédéric, ton impression est erronée. » Puis c'est fort probablement le cas.
Mais j'ai l'impression qu'en termes de traduction des gains ou des bienfaits, les explications populationnelles sont difficiles dans tous les domaines à traduire. Sont difficiles en biologie, évolution, en climat. Les explications populationnelles ont un niveau d'abstraction qui est très difficile, surtout pour des grandes populations. Mais les explications qui sont en termes de responsabilité multigénérationnelle, pour le climat, le défi très longtemps était qu'on disait bien, vos arrière-petits-enfants. Ça, c'est abstrait. Là, la prégnance des explications environnementales est beaucoup mieux sentie parce qu'on parle de vos enfants. C'est très concret. Ou vos nièces, ou vos... Et donc, mon intuition est que on devrait, je dirais, miser sur une bienveillance intergénérationnelle, mais sur une échelle de temps qui est quand même qui n'est pas abstraite. Donc, parents-enfants. Donc, on parle, disons, 3 ou 4 générations, d'accord? Mais mon intuition est que c'est très concret quand on parle de ça. Ça ne veut pas dire que les gens adoptent ou respectent les pratiques, puisque sinon, on aurait eu une gestion de la COVID qui aurait été vécue différemment. Mais je crois que c'est plus concret comme bienfait quand on parle en termes de responsabilité intergénérationnelle que comme, je dirais, c'est beaucoup demandé de développer des vertus ou vertus, c'est trop fort, un attachement envers une population. Si c'était possible, ce serait génial, mais je crois que psychologiquement, c'est beaucoup demandé. Oui, bonjour. Marion Viau de l'Institut national de santé publique. Ça rejoint un petit peu cette thématique. On a vu qu'une des plus grosses campagnes de sensibilisation de santé publique, la dernière, c'est la vaccination, mais que ça a aussi créé des réactions très fortes. On a entendu propagande, manipulation, il y a des mots qu'on fait peur, ARN messager. Si on voit le besoin santé publique d'avoir accès massivement à des données pour produire des recherches de prévention de santé publique, on voit qu'il y a un besoin d'adhésion du public. Est-ce qu'une campagne de sensibilisation en mode oui, vos données serviront à alimenter nos recherches en santé publique et elles seront gérées par l'intelligence artificielle, est-ce que ça ne va pas créer aussi ce genre de réaction forte? Je pense que ça commence à petite échelle. Déjà, quand le médecin dans son bureau va être capable de dire un peu à son patient ce que c'est, bien, ça commence petit, puis à un moment donné, ça fait boule de neige. Mais actuellement, tout le monde est un peu dans le flou avec ça. Mais je vais compléter la réponse. Je pense qu'il faut aussi s'inspirer d'autres juridictions qui font des choses intéressantes en la matière. Puis, je pense Royaume-Uni, je pense Belgique, qu'on va avoir prochainement à l'ACFAS. On a un certain nombre de juridictions qui ont mis en place des portails citoyens dans lesquels on continue, je veux avoir de l'information. Puis, je n'ai pas dit des explications, de l'information sur comment les données peuvent être utilisées, à quoi elles servent, des sondages dans lesquels on peut participer, on peut donner notre avis, des blogs dans lesquels on peut échanger. Puis, à ma connaissance, puis ça fait un bout qu'on regarde là, on n'a pas ce genre de portail très citoyen qui sont offerts au Québec et même ailleurs dans des provinces canadiennes. Puis je pense qu'il est largement temps, là, il est minuit plus 5 là pour le faire, parce que je suis d'accord avec Catherine, c'est ce qui change la démarche, c'est ce qui change notre compréhension, et puis elle est bonne pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'être Einstein à ce moment-là. Là, on va y chercher ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin pour nous. C'est aussi, je pense, puis là, peut-être que je vais trop loin, mais ce qui va changer la démarche de santé publique elle-même. Moi, je ne crois plus vraiment aux grandes campagnes qui vont nous dire brossez-vous les dents parce que c'est super important quand j'avais 5 ans. Là, il va falloir qu'elles soient plus ciblées puis qu'on le fasse en cohésion aussi avec nos différents segments de population. Puis je pense que ça aide d'un bord et de l'autre bord. Donc, moi, je vote pour ça. Je suis assez optimiste pour la santé publique, mais en fait,
qu'elle a le potentiel de répondre à ce défi-là. Je vais le dire comme ça. Beaucoup des problèmes qu'on a soulevés, Loïc l'a dit tout à l'heure en d'autres termes, c'est franchement, c'est est-ce que la personne avec qui j'interagis ou l'entité avec qui j'interagis, soit se préoccupe de mon plaisir, de mon bien-être, etc., ou est-ce qu'elle est source de dignité? Donc, et là, je pense que le ressac qu'on sent en ce moment, puis qu'on entend, puis que ce soit... c'est pas une question gauche-droite, on le trouve dans différents groupes. C'est vraiment une question, est-ce que cette organisation-là se préoccupe de ma dignité? Et c'est certain que quand il y a une obligation de quelque chose, ça va être vécu par plusieurs comme une atteinte à la dignité. Et ça, c'est certain qu'il va y avoir un ressac. Et là où je dis que je suis optimiste pour la santé publique, c'est qu'en fait, les approches en santé publique, au moins au Québec, là, je connais plus le Québec, je sais moins au Canada, mais la question de la dignité des personnes, ça fait longtemps que ça fait partie de l'approche. Ça, pour moi, c'est une piste, que ce soit pour l'intelligence artificielle, que ce soit au-delà du transactionnel, de dire « c'est bon pour vous », brossez-vous les dents. Mais c'est la question, c'est non, tu comprends, tu participes à quelque chose, on veut que toi, tu participes parce que tu as quelque chose à apporter, parce que tu n'es pas comme les autres. Et je pense qu'il y a une approche de la santé publique qui mise sur la dignité des personnes, le respect de la dignité, bien sûr de la différence, là, mais qui la personne est, puis comment on l'approche. Puis la santé publique au Québec, au moins, ailleurs aussi, là, mais je le connais mieux au Québec, ça fait déjà partie de la réflexion depuis longtemps, donc il y a manière de le faire. Est-ce que soit l'INSPQ ou d'autres organisations vont le faire? Ça, je ne peux pas. Mais je pense que la question de est-ce qu'on se sent vraiment respecté, pas juste les droits, mais respecté comme personne. Et ça, je pense que c'est la clé pour des démarches comme ça, pour d'autres démarches de santé publique. Je voulais renchérir sur la question pour dire qu'au-delà des campagnes, au-delà d'informer le public, c'est aussi important au niveau de l'éducation, vraiment de créer probablement un programme, par exemple, ne peut pas nous expliquer complètement les nuances de l'intelligence artificielle jusqu'à ce qu'on le comprend. Ça prend quelqu'un qui observe l'effet que cela a sur les citoyens, sur comment est-ce que ça réagit. Donc, pour la santé publique, si on veut utiliser les outils d'intelligence artificielle, ça prend quelqu'un qui a pu observer l'effet que ça fait déjà sur un échantillon et qui peut l'expliquer facilement. Alors, au niveau de l'éducation, on peut créer des programmes dans ce sens-là. On peut lancer des formations, comme la formation à violence à caractère sexuel qui a été lancée dans toutes les universités, que tout le monde était invité à participer. Mais ça peut aller de là jusqu'à la création d'un nouveau programme, pas un programme d'informatique, mais un programme d'études sur les effets justement de l'intelligence artificielle sur les citoyens. Nous voilà avec des nouveaux financements de recherche et des nouveaux programmes à mettre en place. Merci Loïc. Est-ce qu'il y a d'autres questions parce qu'on arrive au terme du temps? Donc, à ce moment-là, il me reste à remercier tout le monde. On me fait des grands signes de Carole dit merci. Merci d'abord à vous, participants, à l'audience, d'avoir écouté ce débat. Merci à nos panélistes, Loïc, Catherine et puis Frédéric. Merci à ma comparse absolument essentielle dans toute la préparation de ces choses. Et c'est vraiment Cécile qui imagine l'ensemble de ces débats, qui trouve le monde et qui nous permet d'avoir des discussions aussi inspirantes. Alors Cécile, merci à toi. Puis merci aux organisateurs de Time World de permettre ce genre de débat. Je pense qu'on en manque et je pense qu'on en a besoin plus souvent et partout. Donc merci à vous.